Bonsoir, docteur. Bonsoir à la salle. Bonsoir, 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 et bonsoir à tous. Tous ensemble, écoutons notre hymne national. Ah, Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias, contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux.
les faire regarder à l'extérieur pour des solutions, les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Bonsoir, 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 chers tous. Moi, chaque fois que j'écoute ce message, je suis révolté, révolté au point où j'aurais aimé que déjà à l'école primaire, on prenne d'autres précautions. Mais je vais vous poser cette question. Si vous étiez un décideur, qu'allez-vous faire pour détruire tout ce qu'on vient d'écouter, que d'autres ont programmé pour nous? Si vous étiez un décideur qui veut préserver son terroir, sa patrie, qui veut assurer un chai pour des générations à venir, qu'allez-vous décider? En écoutant ce message-là, qu'allez-vous décider? Quand on vous dit il faut créer un système éducatif juste pour créer des travailleurs, hein, qu'on contrôle tout, vos médias pour vous faire raconter des balivernes, pour faire dans la mendacité, former des médecins ingénieurs pour aller enregistrer et enrichir les gens ailleurs, hein, vous faire danser, remuer des choses, hein, pas cacopiger ou bien, je ne sais pas. Sinon, développer des hobbies et consorts pour vous bluffer. Et tout est dit, hein. Donc, vous n'êtes pas du tout étonné de voir tout ce qui se passe autour de vous. Et quand on vient à accuser nos chefs d'État qui sont des régents qu'on a imposés, pour la plupart, sauf dans certains pays où, malgré tout, ils sont sous boisseau. Du moins, euh, on a des jambes sur leur cou, ou bien des genoux sur leur cou. Vous comprenez ce que je dis? Si vous étiez un décideur fatigué que des générations durant, depuis nos ancêtres, balafré, bâillonné, jeté en... Et ceux qui ont suivi avec un système éducatif qui ne fait rien pour que notre terroir s'améliore, que notre terroir reste seulement un champ de mine, de minerais, je veux dire. Alors, si vous étiez un décideur, quelle devait être la première action à poser pour sécuriser votre terroir et garantir ce terroir-là pour lui offrir un développement après? Quelle doit être la première et l'unique solution à garantir? Hmm? Les réactions dans la salle. Oui, Reprendre le contrôle de l'éducation dès la maternelle. oui.
Pour contrôler l'éducation, oui, oui, ok. C'est la seule réponse? Service militaire obligatoire. Et donc, cette idée-là, c'était vraiment- Sur TikTok, renforcer les systèmes éducatifs. Reprendre le contrôle de notre économie. Suivre le testament de Sankara. Et le testament de Sankara, c'est beaucoup de choses. L'éducation a besoin d'un soubassement. Sinon, ce serait impossible parce que vous n'aurez pas de projet. Alors, j'espère que vous avez tout lu, hein. Oui, c'est tout. Merci. La vraie solution, vous le comprenez très bien, hein, c'est militaire. Je répète encore, c'est militaire. C'est militaire et encore militaire. C'est le service militaire obligatoire. Ce que je veux dire, c'est une révolution militaire. Si tout le monde est militaire, on ne peut pas éliminer tout le monde. On va corrompre certains, mais non. C'est d'abord militaire et militaire avant tout. Donc, c'est une révolution militaire, donc c'est un service militaire obligatoire. Donc, vous comprenez ce qu'il faut faire? Parce que ces gens-là, eux, ils ont la force. Et ils croient avoir une force éternelle pour pouvoir vous asservir et vous venir profiter. Mais si tout est bataille, ils ne peuvent pas profiter. Hein? Militaire, militaire, militaire. Et c'est quand vous sécurisez votre terroir que vous pouvez maintenant développer votre terroir par des esprits avec un programme d'éducation totalement différent. Et vous comprenez, c'est parce que lorsqu'on ne comprend pas bien la priorité des stratégies à utiliser, on va tourner en rond, parce que ces roublards-là, ils sont génétiquement ainsi. Donc, il faut leur opposer la mort comme ils nous l'imposent. C'est un service militaire obligatoire. Hein. Avant de devenir intellectuel, il faut être avant tout militaire. Voilà. Pour celui qui a dit les pensées les idées de Sankara, c'est très bien, oui. C'est comme Che Guevara, comme Castro. Oui, oui, il faut. C'est ça. Hmm. Et nous devons comprendre que des gens nantis de ce cynisme ne pourraient jamais rien faire qui ne nous soumettent point. Donc, on ne peut pas leur faire confiance, c'est la première des choses. Ça veut dire que c'est se battre, se battre, se battre, s'armer. Hein, comme on a écouté une chanson tout à l'heure de Jimmy Cliff, You can get it if you really want, but you must try, try, try and try, and you will succeed at last. On ne doit pas avoir peur d'échouer, on ne doit pas avoir peur d'être défait, mais on doit cultiver la révolution et la bataille et faire comprendre ça à nos enfants depuis le ventre. Parce que eux, ils empoisonnent les enfants depuis le ventre aussi. Donc, voilà. Hein? Comprenez que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pas de fausse guerre, mais nous sommes en guerre où l'ennemi essaye d'envoyer des chevaux de Troie ou bien choisit des chevaux de Troie parmi nous pour nous endormir et nous éliminer. Donc, nous devons être éveillés, éveillés intellectuellement, se désaliéner. On ne doit pas être comme des animaux qui n'ont rien, qui ne sont là que pour manger, chier, et puis bon, voilà.
et pour montrer jusqu'où ces gens-là peuvent aller dans leur cynisme, on va écouter la deuxième vidéo, sauf si quelqu'un a une question à poser. Ce que nous allons partager aujourd'hui n'est que ce que vous savez déjà, mais dit autrement pour que vous puissiez, si vous qui êtes connectés, si vous comprenez, vous puissiez convaincre d'autres à repenser leur vie. Quand j'ai dit service militaire obligatoire, on va faire service militaire obligatoire à qui? Avec qui? Avec des morts? Non, c'est avec des vivants bien portants, solides. Donc, vous voyez un peu? Le service militaire doit être obligatoire pour des enfants jusqu'aux adultes, mais ils doivent être avant tout bien portants. Et c'est là on va comprendre tout à l'heure que la base de tout, c'est d'abord notre santé. Mais pour ceux qui sont en forme, il faut se battre pour garantir la santé de leurs descendants. Sinon, toutes leurs descendants seront décimés. Voilà. Oui, Dima? J'ai envie de partir parce que c'est inhumain. Une opération en apparence banale a ruiné sa vie au point qu'il veuille y mettre un terme. Il sera en Belgique à la fin du mois pour entamer les démarches en vue de se faire euthanasier. Tout commence à l'été 2023. Il souffre d'une hernie au niveau de l'aine, un problème à la fois bénin et fréquent qui touche environ 1 homme sur 3 en France. Il doit se faire opérer, consulte plusieurs chirurgiens qui tous lui disent qu'il faut poser une prothèse pour empêcher une récidive. Le remède est infiniment pire que le mal. On m'a implanté d'une prothèse qui fait à peu près cette taille-là, 15 cm sur 20, qui faisait un tiers de mon abdomen. C'est pas du tout ce qu'on m'avait montré au cabinet. C'est prendre un marteau pour tuer une mouche, quoi. Les suites opératoires dans la première semaine ont été très compliquées parce que j'ai le testicule qui est devenu tout noir. J'avais des maux de ventre épouvantables, du sang dans les selles. Je peux pas rester assis. Je dois être soit allongé, soit debout. Je ne peux plus manger. J'ai perdu 17 kilos en 3 mois. Je peux plus sortir de chez moi maintenant. Je pouvais encore marcher il y a 6 mois, 300 mètres, 500 mètres. Maintenant, j'ai du mal à aller jusqu'à ma salle de bain. Je vais avoir du mal à me laver bientôt. Malgré les douleurs et l'épuisement, Arnaud Denis poursuit sa carrière. Il met en scène une adaptation très remarquée des Liaisons dangereuses. Il doit en plus interpréter le rôle principal, mais les répétitions deviennent vite un enfer. Mes partenaires me disaient, mais Arnaud, t'as vu ta tête, ça va pas du tout. Et j'ai tenu 4 ou 5 représentations avec des malaises sur scène que je dissimulais. Assez vite, j'ai dit à mon producteur, va falloir me faire remplacer. Malgré ça, le spectacle a été un beau succès. Il y a eu des nominations Molière. Je n'ai pas pu m'y rendre. Et petit à petit, même à Paris, je ne pouvais plus aller voir mon propre spectacle. J'ai compris très vite que ma vie était en train de partir en lambeaux. Mais je me suis dit, ça va revenir. Après des mois d'errance médicale, des consultations avec des dizaines de spécialistes, le lien de causalité entre la prothèse et ses souffrances est clairement établi. Il décide alors de se la faire retirer. Opération complexe, minutieuse, très peu pratiquée en France. Il doit donc partir aux États-Unis, payer 40 000 € avec l'aide de ses parents. Mais à son retour, le mal persiste. J'ai plus une récidive de hernie. Maintenant qu'elle a été explantée, j'ai une éventration avec la vessie qui ressort sur 6 cm, quoi. Et ça empire de jour en jour. La seule chose qu'on propose, c'est de remettre une prothèse encore plus grosse que la première. Donc ça, pour moi, c'est hors de question. Un diagnostic finit par être posé. Arnaud Denis souffre d'un syndrome ASIA, c'est-à-dire une somme de symptômes physiques et neurologiques causés par un élément extérieur, en l'occurrence donc un implant. Surtout, en créant une page Facebook, il se rend compte qu'il est loin d'être le seul dans cette épreuve. Petit à petit, on se rend compte qu'en fait, on est des centaines et maintenant des milliers et sans doute des dizaines de milliers. On ne peut pas, compte tenu d'une intervention qui est censée être aussi bénigne, implanter des bombes à retardement dans le corps des gens. La liste des effets secondaires dans la notice de l'implant, à laquelle aucun patient n'a accès, inconfort, douleur, hémorragie, érosion dans les organes avoisinants, hématomes, infection, migration de la prothèse. J'en ai eu plus que de noter. Et je suis parti, moi, toute seule à la recherche de mes effets secondaires. Vous vous dégradez et personne ne peut rien faire pour vous.
Une action collective est en préparation. Par ailleurs, Arnaud Denis a déposé plainte contre X. Et quand il a essayé de joindre le fabricant de la prothèse, l'entreprise lui a dit que tout était conforme et que tous les effets indésirables étaient indiqués dans la fameuse notice qu'il n'a donc pas pu consulter. Mais Arnaud Denis sait bien qu'il ne verra pas l'issue de cette bataille judiciaire. Il sera entendu à la fin du mois en Belgique par un collège de 3 médecins pour demander l'euthanasie. J'ai tout essayé. On se dit, il y a forcément d'autres solutions. Et puis quand on comprend que non, on fait d'abord la paix avec soi-même et ensuite on essaie d'en parler doucement à ses proches. Mais c'est vrai que pour des parents, c'est très difficilement envisageable. Jamais j'aurais pensé un jour imaginer avoir recours à cette solution. J'étais un homme qui bouffait la vie à pleines dents. C'est vraiment une solution d'ultime recours quand vous avez plus d'autre choix. Vous avez envie de partir ? Oui, oui. J'ai envie de partir parce que c'est inhumain. Cette démarche, Arnaud Denis aurait préféré la faire en France, mais la loi sur l'aide à mourir n'est toujours pas définitivement adoptée. Elle sera examinée au Sénat à partir de mardi prochain. Et Emmanuel Macron a promis dans ses vœux du 31 décembre que ce travail aboutirait avant la fin de l'année 2026. Merci Louis pour ce témoignage recueilli ce matin. Que c'est triste pour une banale hernie. Quelqu'un se pointe dans des services pour un truc que même un infirmier bien entraîné opère facilement. Chez les enfants, c'est encore un peu plus compliqué parce que c'est la persistance du canal péritonéo-vaginal et ce n'est pas le même mécanisme que chez l'adulte. Mais chez l'adulte, c'est un truc banal et autre. Maintenant, les gens le faisaient correctement avant. Il faut être dans les services de chirurgie pour comprendre que c'est rien du tout. C'est un truc de petite chirurgie, en fait. Maintenant, on va avec des prothèses, soi-disant pour mieux faire et donner un confort, et on introduit des bombes à retardement dans le corps de quelqu'un. Regardez ce bel homme qui aujourd'hui est obligé de dire, ben, ma souffrance est trop. Chez nous, les gens prennent l'avion, ils vont dire, on va aller en Occident, ça va se faire. Et ça, ce qui se passe là, c'est en Occident. Et le jeune homme, et ce bel homme est parti aux États-Unis, rien n'y fit. Et ça, on peut encore démontrer le contraire, que c'est le matériel qui est défaillant, que c'est la prothèse, mais il a dit quelque chose qui semble passer de façon anodine, mais non. L'entreprise dit tout était conforme. Vous voyez, quand on fait des consensus, des conformités, sans respecter la vie et les conséquences des choses, vous voyez, il dit quelque part que son testicule devenait noir. On appelle ça, quand ça s'empire, on appelle ça les gangrènes de Fournier. C'est un terme trop technique, mais bon, c'est quand les testicules pourrissent. Mais vous savez que le testicule ne peut pourrir que lorsque il n'a plus de sang. Vous le savez maintenant, hein, parce que la vie n'est que circulation sanguine. Même pour les testicules, c'est pareil. Vous voyez? J'ai voulu, c'est un des NESA, le professeur Petrus, qui a montré cette vidéo que j'ai trouvé tellement intéressant à montrer, que les gens qui croient qu'ailleurs ils peuvent avoir mieux, ce ne sont que des équipements que ma patronne, paix à son âme, appelait des jouets de médecins, medical toys. Hein, ce ne sont que des équipements pour éblouir le patient rêveur, illusionné. Et ce ne sont que des gens qui s'occupent des marionnettes. Comme quoi, la médecine a tellement fait de progrès que même pour les choses simples, plus personne n'en guérit. Ben, sur ce cas particulier, vous avez des questions? Quelqu'un qui va pour une hernie et qui se retrouve à demander la mort plus tôt? C'est triste. Y a-t-il une question sur cette vidéo? Salut, mon frère
santé officinale. Merci. Je sais qu'il fait très tard chez vous, mais bon, merci. Merci pour le sacrifice. Y a-t-il des questions sur cette vidéo? On va dire aux gens qu'avec les prothèses, c'est mieux, on va vous vendre l'illusion comme le mensonge vous est vendu dans les facultés aussi. Et tu vas le choisir parce que tu auras euh, comment on appelle ça? Une décision éclairée. Donc, il y a un mot pour ça. Ça m'échappe. Et tu vas dire, bon, je suis dans de bonnes grâces, de bonnes mains, des mains expertes. Et voilà, finalement, la vie devient invivable. Et je vais vous le dire, vous savez qu'un mensonge d'une seconde, bien dit, survivra à toutes les preuves. Le montrant pendant des heures et des jours. Un mensonge d'une seconde, bien dit, survivra à toutes les preuves, le montrant pendant des heures et des jours. Mais pour certains, c'est des siècles durant. Et c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons, malheureusement. Ce jeune homme, je ne peux que lui souhaiter spirituellement le tri aux morts rapide s'il venait à se faire euthanasier. Ça fait mal, mais bon. Le vin est tiré, il faut le boire. Le vin est tiré, il faut le boire. Euh, Dis-moi, l'autre vidéo. Je suis choquée. Tout était prévu. Regarde cette vidéo, tu vas halluciner. C'est Jacques Attali qui avait eu ce discours et tu vas voir qu'il ne s'est pas trompé du tout. C'est exactement ce qui s'est passé. Regarde ça. Jacques Attali, en 1980, alors conseiller de François Mitterrand, écrivait ceci. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'ils dépassent 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite, les faibles puis les inutiles, qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus. Et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes. L'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse, et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement, plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou le provoquerons, une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe. Les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris bien soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule, ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981. Comme tu as pu le voir, Jacques Attali avait tout prévu et ça en 1981. C'était le conseiller le plus proche de François Mitterrand et il avait prédit tout ce qui se passe en France et qu'est-ce qu'ils allaient faire de nous, de nos anciens, de nos jeunes. En tout cas, moi, je suis choquée. Vous voyez que pour eux-mêmes, il ne se faut pas des cadeaux. Hein?
Ils n'ont pas besoin de leurs idiots. Ils n'ont pas besoin de leurs vieux. Mais nous, des pays supposément sous-développés, aliénés, nous savons que on devient vraiment un pilier de la société qu'autour de 63 ans, où on a la sagesse et tout à transmettre. Et c'est en ce moment-là déjà, comme l'a dit quelqu'un, tu es trop vieux pour continuer à bouffer. Donc, il vaut mieux t'éliminer. Et vous voyez, on invente des Covid et consorts pour vous éliminer. Ils n'ont même pas pitié de l'enfant qui est dans le ventre de sa maman, qu'on commence déjà par empoisonner, soi-disant avec les vaccins de la maman. L'enfant naît, on le transforme en Kakushim carrément par ces vaccins pour qu'il paye la rente le peu de temps qu'on lui laisse maintenant à vivre. Et entre-temps, si par chance la nature le sauve, il faut venir l'achever par d'autres supposées pandémies. Et Jacques Attali l'a dit, tout ce qui se passe aujourd'hui, ils l'ont prédit pour nous, mais eux-mêmes, ils le vivent aujourd'hui parce que certains ont le droit de dominer, ils sont impérialistes, et ceux qui doivent être dominés, pour qu'ils soient soumis, on les terrorise. C'est-à-dire créer la peur, utiliser des techniques comme le loup imaginaire, comme opération sous fausse bannière. Et bon, ils trouveront des ânes qui brèvent fort, supposément intellectuels, alors qu'ils n'ont que un peu de savoir dont ils ne doutent point. Et ils vont le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps pour payer d'autres annons. Si entre-temps, il y a des mulets qui naissent, ils naissent stériles déjà. J'espère que vous savez ce qu'on appelle mulet. Hein? Ils naissent stériles déjà. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire une descendance parce que la nature a créé des barrières qui font que quand vous mélangez l'âne et la jument, le mulet qui va naître ne peut pas se reproduire. Vous voyez, malheureusement. Ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, vous le savez. Mais parce que je vous veux éveiller, vous tous qui m'écoutez ici, vous avez dormi des siècles innombrables. Vous avez dormi des siècles innombrables et certains ont été endormis des siècles innombrables. Ce soir, ce matin, cette nuit, chez certains, ne voulez-vous pas vous éveiller? C'est ça ma question. Ne voulez-vous pas vous éveiller? Nous sommes ici pour vous éveiller. Pour vous éveiller, pour que vous puissiez penser la chose de manière à ce que vos petits-enfants aient la quintessence du raisonnement qu'ils doivent avoir pour préserver votre pérennité. Et c'est pour ça que je reviens sur certaines choses que j'ai déjà dites, mais il semblerait que la répétition est pédagogique. Je vais le dire autrement, pour que les gens aient les arguments nécessaires à convaincre les autres que nous tombons malades de ceci, et donc c'est ceci que nous devons éviter. Dima, tu peux nous montrer le thème du jour? De quoi tombons-nous véritablement malades? De quoi tombons-nous véritablement malades? Je vous pose la question, vous tous. Je sais que vous avez la réponse, mais je vais présenter la réponse autrement pour que vous soyez
des gens qui peuvent convaincre d'autres à trouver la bonne solution, à avoir la bonne solution. Alors, de quoi tombons-nous véritablement malades? Je vous pose la question. De quoi tombons-nous véritablement malades? Hein, nos amis sur TikTok, de quoi tombons-nous véritablement malades? Aujourd'hui, nous allons ensemble construire ce raisonnement pour que nous puissions convaincre d'autres dans nos petites réunions que je suppose vous organisez déjà, pour que nous ne soyons plus amenés à perdre du temps sur des supposées connaissances scientifiques qui n'ont que pour but de nous détourner du vrai. Et qu'on reste des consommateurs esclaves. De quoi tombons-nous véritablement malades? De quoi tombons-nous véritablement malades? Les réponses sur YouTube de notre alimentation. Dans la salle Zoom, de la mauvaise circulation sanguine. Sur TikTok, de la malbouffe, de ce que nous consommons, mauvaise alimentation et hygiène de vie. Merci. Bien. Il y a deux déjà que je vais... bon, il y a un que je vais éliminer. Celui qui dit des problèmes de circulation, oui, c'est une conséquence. Je reprends. Nous savons ici que l'essence de la vie, c'est la circulation sanguine. Et la circulation sanguine, pour ce faire, s'impose de distribuer l'oxygène qui est l'essentiel. Donc, si l'essence de la vie est la circulation sanguine, les maux de l'essence sont nos problèmes. C'est ce que j'ai appelé malaisance. En un seul mot, M-A-L-E, essence. J'ai appelé malaisance, les maux de l'essence. L'essence, c'est la circulation qui a besoin de l'oxygène pour se faire. Les maux de l'essence, c'est tout ce qui bloque la circulation et le manque d'oxygène. On appelle ça acidose ou acidose et coagulation. En gros, c'est les malaisances, ça. Ça, on le sait. Mais les malaisances sont une conséquence. Les malaisances, c'est-à-dire la coagulation, l'acidose, sont une conséquence. Donc, ce n'est pas de ça que nous tombons véritablement malades. Nos problèmes de santé sont les malaisances, mais c'est des conséquences. Alors, pour ceux qui ont dit alimentation, oui, en gros, ben c'est l'alimentation aussi qui nous donne la santé. Celui qui a dit
malbouffe, consommation et autres, c'est presque la même chose. Mais celui qui dit hygiène de vie, je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement.